Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle édition d'Overtime NHL. Déjà une 10e émission d'Overtime NHL cette saison. On a un menu à charger pour vous dans la prochaine heure. Évidemment, on va parler des joueurs suisses. On ne fera pas exception à la règle. On va également parler des Panthers de la Floride, de Ryan Getzlaf qui a annoncé sa retraite, des Flyers de Philadelphie finalement, de Carey Price qui enfin semble voir une lueur au bout de sa longue absence et de sa longue blessure. Jonathan Filion donc avec vous pour la prochaine heure. Salutations déjà dans le chat. Il y a Sylvie, il y a Pascal, il y a Georges-Henri qui nous salue. On vous invite évidemment à nous poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. Et je vous rappelle que si jamais vous êtes parmi nous mais que vous ne pouvez pas regarder l'entier de cette émission, eh bien, ce sera disponible dès ce soir sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube en vidéo ou que ce soit en audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Non, je ne serai pas seul ce soir. Je serai même très bien accompagné de la visite du Québec avec Nicolas Ducharme qui est avec nous aujourd'hui. Salut Nick! Hey, salut Jonathan! Nicolas Ducharme, qui est journaliste à LNH.com. D'ailleurs, on peut l'écouter sur le balado La Tasse de Café LNH. D'ailleurs, il y a un nouvel épisode qui est sorti aujourd'hui, heure de la Suisse. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de l'écouter et d'entendre ta magnifique voix douce et suave. Mes collègues aussi. Bon, Nick, on va tout de suite commencer par les joueurs suisses. On a reçu des questions avant l'émission et on va commencer avec ça. Il y a Jonathan Camponovo qui a l'habitude de nous envoyer des questions, toujours des questions très pertinentes. Et on va commencer avec l'une d'elles. Il nous parle de Nino Niederreiter. Il nous parle de son rôle dans la NHL, à quoi il aspire dans la NHL d'aujourd'hui, dans un futur, dans un avenir rapproché. Est-ce que c'est un joueur de bottom six ou s'il peut encore aspirer à un top 6 comme attaquant dans la Ligue nationale? Ça dépend avec quelle équipe. Je pense que c'est ça la réponse. Lorsque tu joues avec une équipe comme les Hurricanes de Caroline, qui sont, bon, on se bat pour la Coupe cette année, là, du côté des Hurricanes cette année, on a beaucoup de profondeur. C'est sûr que dans le cas de Niederreiter, à ce moment-là, ça devient peut-être un peu plus compliqué de percer le top 6, mais encore là, on a Max Domi présentement sur le deuxième trio à Caroline. Il jouait sur les deux derniers trios à Columbus, donc beaucoup de mouvements à Columbus. Et un entraîneur vous dira tout le temps, les trios, les chiffres de trio, ça demeure des chiffres et pas nécessairement. Donc, c'est plus l'apport général qu'il va pouvoir donner qui va dicter un peu ce qui va être son utilisation dans les prochaines années. Je pense que Niederreiter, dans son cas, là, cette année, il a quand même 37 points en 63 matchs. C'est une bonne récolte. On veut qu'il soit fiable défensivement. C'est ce qu'il fait quand même bien. C'est entre les deux. Placer Niederreiter dans une mauvaise équipe, il est assurément dans le top 6. Placer-le dans une puissance comme les Hurricanes, là, il va y avoir du mouvement. Donc, on oublie le premier trio, ça c'est sûr et certain, mais deuxième, troisième trio, il est entre les deux présentement. Il a 29 ans, donc il est à son summum présentement. Normalement, il devrait avoir une légère descente qui va se mettre en marche d'ici 2-3 ans, tout dépendant. Donc, c'est un entre deux. Je sais que c'est la réponse un peu facile à dire, mais il ne sera jamais un joueur d'élite dans la LNH, dans la NHL, comme vous dites, de votre côté de l'océan. Mais ça reste un bon joueur, Là, je vais faire la phrase plate à dire, puis le cliché, mais c'est un bon couteau suisse. Là, tu le vois venir. Un bon couteau suisse, Niederreiter. C'est un joueur que je pense que la majorité des équipes prendraient. Surtout, c'est un joueur qui a à tout de moins, on se souvient, là, lorsqu'il a été échangé contre Victor Rask, le Wild et les Hurricanes, on s'échangeait en quelque sorte des problèmes. On n'aurait jamais pensé que Niederreiter deviendrait le joueur qu'il est devenu. L'important, c'est de demeurer constant, d'offrir du bon jeu défensivement dans sa propre zone et de produire. Mais produire, on va le prendre, mais on ne s'attend pas à lui qui termine la saison avec 60-70 points. Donc, c'est un bon joueur de deuxième trio à troisième trio, tout dépendant des stratégies qu'on prend là, chez les entraîneurs. En même temps, Nick, j'ai envie de dire, Niederreiter en play-off, avec son gabarit, peut être d'une utilité immense parce qu'en power play, évidemment, devant la cage, il est difficile à tasser. Il peut déranger. S'il joue ce style de jeu en play-off, il n'y a pas beaucoup de joueurs des Hurricanes qui ont cette dimension, cette taille. Et lorsque tu le mets avec Jordan Staal au centre, ça commence à faire un trio avec quand même du poids.
Oui, exactement. Il va falloir par contre qu'ils produisent. On regarde ses statistiques en séries éliminatoires, c'est 25 points en 68 matchs. Dans les dernières années, l'année dernière, un but en 7 matchs. L'année d'avant, 2 points en 7 matchs. L'année précédente, 4 à 15. Il faut quand même amener une certaine dimension offensive, mais au moins, si tu fais le travail, encore là, je reviens à ça, parce que là, on regarde, là, il se marque des buts de façon incroyable présentement dans la LNH. Je n'ai pas les statistiques avec moi, mais je parle avec mes collègues qui gèrent les sommaires chaque soir, les résumés de match, tout ça, puis on est débordés parce qu'il y a tellement de buts qui se marquent présentement. C'est la fin de la saison pour dire qu'il y a certaines équipes qui ont levé le pied. Au lieu de se préparer pour les séries éliminatoires, on a levé le pied côté défensif. Donc, rendu à séries éliminatoires, tout ça va se resserrer. Donc, je ne m'attends pas à ce que Niederreiter offre 6 points en 7 matchs, offre 5 points en 7 matchs. Mais quand même, justement, comme tu dis, au moins, on amène du poids. Là. Niederreiter, quand même, comme tu as dit, un bon bonhomme, une bonne pièce d'homme, comme on dit par ici. Mais justement, son jeu défensif doit être excellent en séries éliminatoires pour devenir un atout. Après ça, c'est un surplus là, s'il produit offensivement à la hauteur de, je sais pas, de 5 points en 7 matchs. Mais tu as raison sur le fait qu'il se marque énormément de buts en NHL. Nous, on le voit le matin. Pascal et moi, mon collègue au web, on reçoit de la NHL tous les highlights, les buts ou les assists de joueurs suisses. Et on en reçoit un courriel par jour. Il y en a énormément. On doit faire des sélections parfois parce que ça ferait juste trop de posts sur nos réseaux sociaux. Et il se marque. Et j'ai vu d'ailleurs une statistique là, comme quoi c'est l'une des saisons dans les 20 dernières années, je pense, où la moyenne de buts est la plus élevée par match. C'est assez impressionnant. Et ça aide justement à gonfler les chiffres. Et justement, on va en profiter pour parler d'un joueur qui a gonflé ses chiffres cette saison. Kevin Fiala, c'était d'ailleurs la deuxième question de Jonathan qui nous demandait, pensez-vous qu'il pourra trouver la constance dans ses performances offensives à l'avenir et devenir enfin le joueur indispensable au Wild, le joueur qu'on attendait lorsqu'on est allé le chercher à gros prix, disons-le, aux Predators de Nashville. Et ça revient un peu à ce que tu disais en tout début de saison. Je me souviens dans le premier épisode qu'on t'a eu, on parlait de Kevin Fiala, puis tu as dit son gros problème, c'est son inconstance. Mais cette saison... ça va bien, mais est-ce que sur le long terme, tu penses que ça peut tenir? À vrai dire, ce qui est drôle, c'est que ça va bien si on regarde ses statistiques sur l'ensemble de la saison. 61 points, 69 matchs, c'est très bon pour Fiala. Le problème, c'est qu'il s'est bien à produire environ là, dans les coins de Noël. Avant ça, sa production, là, c'était vraiment pas similaire à ça. J'ai pas les chiffres devant moi, là, j'aurais dû le préparer, mais il est parti sur une séquence incroyable en jouant avec... Il joue avec Frédéric Gaudreau, il joue avec... excusez-moi, je vais juste... il jouait avec Frédéric Gaudreau, il jouait avec, à ce moment-là, je crois que c'était Foligno, Greenway, bon, peu importe. Mais il s'est mis à produire à un rythme d'un point par match et même plus à partir du temps des fêtes. Le Wild qui connaît une très belle saison. Alors, quand je disais constance, c'est au cours de l'année au complet. Là, présentement, Fiala, il n'a pas de points à ses 3 derniers matchs. C'est correct, c'est quelque chose qui arrive. De toute façon, il en avait obtenu à ses 5 précédents. Donc, vois-tu, c'est ça. Mais Fiala, cette année, je trouve, a pris un step supérieur, comme on dit, là, passé au prochain niveau. Je trouve qu'il connaît une très belle saison. Seulement 25 ans encore, Fiala. Hein? C'est pas... Encore tout jeune. Il n'est pas encore arrivé à ses meilleures années, Fiala. Donc, s'il parvient à offrir une performance, des productions comme ça à longueur de saison, va être tout un atout pour le Wild. Cette année, je suis très impressionné par sa deuxième moitié de saison. Puis, comme je dis, évoluait pas avec les Kaprizov, là. Il évoluait pas avec les meilleurs éléments du Wild. Donc, c'est encore plus impressionnant. Il n'était pas toujours sur le premier jeu de puissance non plus. Donc, il est responsable de cette amélioration de production-là. C'est très bien pour lui. J'ai hâte de voir justement l'année prochaine s'il va pouvoir poursuivre sur sa lancée, parce que justement, comme je viens de dire, il a juste 25 ans. Là. Il y a encore un bon 4 ans, 5 ans de production devant lui. Il faut dire aussi que je ne sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau au Minnesota, là, mais j'ai l'impression que tout le monde est en sur-régime. Les lacs, c'est l'état des lacs, hein, le Minnesota. Donc, l'eau, il y en a amplement au Minnesota, puis visiblement, elle goûte très bonne parce que c'est du Wild, c'est incroyable. Matt Zuccarello, que plusieurs avaient enterré parce qu'il avait connu une mauvaise saison il y a quelques années, et de retour connaît sa meilleure saison à vie. Je pense qu'il a 36 ans, Zuccarello. Donc, 71 points, 61 matchs, 34 ans, excuse-moi, dans le cas de Zuccarello. Mais il joue avec Kirill Kaprizov qui
et même pas dans la discussion pour le trophée Hart, alors qu'il est clairement le joueur le plus utile à son équipe au Minnesota et un des joueurs les plus utiles dans la LNH. Ce joueur-là a relancé cette concession-là. Tout le monde joue à confiance. Puis quand on regarde la formation du Wild, c'est pas une équipe qui, sur papier, est nécessairement impressionnante. Je veux dire, Ryan Hartman, on avait lancé la serviette dans son cas à Philadelphie. Gaudreau, je vois dans la Ligue américaine il n'y a pas très longtemps. On a été chercher, on a quelques joueurs. Marcus Foligno aussi, sa production, ça sort de toute part. On a des bons défenseurs chez le Wild pour relancer l'attaque. On a un bon gardien à Cam Talbot. On vient d'aller chercher Marc-André Fleury. Donc, quand on dit construire par l'arrière puis relancer l'attaque par l'arrière, ben, quand ton gardien fait les arrêts, quand tes défenseurs sont fiables, ben, après ça, tu peux laisser tes attaquants aller un peu plus vers l'attaque, peut-être prendre un peu plus de liberté, faire preuve d'un peu plus de créativité. C'est ça qui semble se passer là, chez le Wild cette année. Moi, peut-être ce que j'ai peur, le petit bémol que je mets à côté de Kevin Fiala, c'est l'année prochaine, le Wild, dû au rachat des contrats de Zach Parise et de Ryan Suter, vont avoir sur la masse salariale d'énormes pénalités. Et on ne sera peut-être pas capable d'améliorer l'équipe. Et j'ai peur que cette équipe-là stagne rapidement ou soit déjà sur une pente descendante dû au fait que Fleury va être parti. Il y a peut-être des gros contrats qu'on ne pourra pas aller chercher. Les éléments qui manquent, qu'on va avoir en play-off, probablement qu'il y a un léger manque ici et là. On ne pourra peut-être pas aller chercher ces éléments manquants sur le marché des joueurs autonomes. Il faudra peut-être procéder à des échanges pour faire baisser le plafond salarial. Et c'est peut-être là où le Wild... Moi, j'ai bien aimé la transaction de Marc-André Fleury parce que je me dis... Mieux vaut jouer le tout pour le tout cette année parce que l'an prochain, c'est un énorme point d'interrogation, le Wild du Minnesota. Oui, exactement. Je pense que tu as très bien résumé ça. On va devoir prendre des décisions qui vont être très difficiles parce que justement, on va être dans cette affaire-là qui est le plafond salarial. Et pas mal tout le monde est sous contrat, sauf Fiala. Fiala, l'année prochaine, est joueur autonome avec compensation. Donc, le Wild conserve ses droits. Mais est-ce qu'on va pouvoir lui offrir un contrat à la hauteur de sa production? Ça risque d'être difficile avec les réalités du plafond salarial qu'on va avoir parce qu'on a racheté les contrats de Brian Sutter, celui de Zach Parise aussi. Donc, Fiala, s'il y en a un qui pourrait devoir changer d'adresse parce qu'on ne peut pas lui offrir un contrat, on ne peut pas s'entendre avec lui, ça pourrait être Fiala. Donc, ça, c'est une situation à surveiller parce qu'avec la saison qu'il connaît présentement, il y a des équipes qui vont cogner à la porte à mon avis, et le prix sera pas gratuit de mettre la main là, sur le joueur suisse. Ça va être le contrat de sa vie, surtout à 25 ans. Je veux dire, il va viser quoi, un 5-6 ans de contrat peut-être, puis aller chercher les millions qu'il mérite après la saison qu'il vient de faire. C'est le moment pour lui de cacher. C'est le moment pour lui d'aller chercher le maximum niveau salarial. Et on verra si ce sera peut-être s'il est joueur autonome avec compensation, est-ce que ce sera une offre hostile? Est-ce que, quoi qu'il est quand même vieux pour une offre hostile, je ne sais pas si une équipe prendrait vraiment cette chance-là, mais est-ce que ce sera en arbitrage? Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de questions autour de Kevin Fiala et de son avenir avec le Wild du Minnesota? Mais j'ai comme l'impression qu'on va tenter le tout pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Kevin Fiala. Tu as parlé du trophée Hart quand tu as parlé de Kirill Kaprizov et j'ai eu la chance de vous écouter ce matin à la tasse de café LNH. Vous avez associé le nom Roman Josi au trophée Hart également. Et j'étais dans la voiture, j'étais heureux de voir cette association-là parce que c'est rare qu'on ose associer un défenseur au trophée Hart. Et Nick, je veux t'entendre sur les raisons pourquoi, selon toi, il pourrait être un candidat. Et je ne dis pas remporter le trophée Hart, mais du moins être un candidat pour ce trophée-là. Trophée d'ailleurs qui, disons-le, qui est remis au joueur le plus utile de son équipe. Pourquoi pas? Je veux dire, regardez la saison de Roman Josi, on parle d'une des meilleures saisons d'un défenseur dans la LNH depuis longtemps. Josi, il vient de connaître un des mois les plus prolifiques de l'histoire de la LNH pour un défenseur. Donc là, c'est quoi les discussions? Le trophée, comme tu as dit, est remis au joueur le plus utile à son équipe et non pas le meilleur joueur de la LNH. C'est une nuance qui est importante parce que les Predators, cette année, qui voyait les Predators en séries éliminatoires? C'était pas mon cas. C'était pas le cas de la majorité des experts. Donc, il y a une surperformance de la part des Predators qui est grandement liée à Roman Josi. Je veux dire, 84 points se dirige peut-être, si
On connaît une fin de saison, peut-être presque jusqu'aux 100 points, mais à tout de moins, les défenseurs dans la LNH qui ont atteint le cap des 90 points, il n'y en a pas beaucoup. Alors, Jussi entrerait dans un club select, incroyablement select. C'est le général à Nashville. On a fait une transition. Il est resté le capitaine, le leader. Commencez à graver son nom sur le trophée Norris. Là. Ça va être son deuxième trophée Norris. Ça, je suis prêt à parier avec vous. On se pariera une bonne bouteille de vin suisse, Jonathan, la prochaine fois que j'irai du côté, j'irai te voir. J'ose espérer un jour aller te voir éventuellement. Mais écoute, si tu gagnes le pari, Nick, si tu gagnes le pari, je t'offre la bouteille. Si tu perds le pari, je t'offre la bouteille quand même. ouais, mais viens nous voir, viens nous rendre visite quand même. Tu m'as dit que les vins suisses étaient très bons, fait que j'ai hâte de goûter à ça. Mais je veux dire, Roman aussi présentement est vraiment un des meilleurs joueurs de la LNH et dans les candidats, il y a Austin Matthews chez les Maple Leafs de Toronto, il y a Jonathan Huberdeau chez les Panthers de la Floride, mais si on prend en considération qu'à un moment donné, on ne peut pas s'attendre à la même production d'un défenseur versus un attaquant, les saisons de Matthews, au niveau des buts, Matthews, c'est une saison qui est quand même assez spéciale. Pas la meilleure de tous les temps, mais assez spéciale. Huberdeau au niveau des passes, mais il y a aussi, c'est au niveau de la contribution complète d'un défenseur au point de vue offensif, au point de vue défensif. Je vois pas pourquoi il ne serait pas dans la course. Là. Vraiment pas. Il est dans mon top 3, assurément. Écoute, je trouve ça hyper intéressant qu'enfin on fasse... Enfin, il a les performances pour qu'on l'associe à ce trophée-là, qui est probablement la plus belle distinction que tu peux recevoir à travers la Ligue nationale. Et pour vous expliquer, là, la dernière fois qu'un défenseur a remporté le trophée Hart, c'était à l'an 2000. Et c'était Chris Pronger avec les Blues de Saint-Louis. Et sinon, là, je remonte la liste et rapidement comme ça, là, je suis rendu dans les années 70 et j'ai toujours pas d'autres défenseurs. Donc, c'est dire à quel point c'est exceptionnel de voir un défenseur espérer remporter ce trophée. Mais Nick, est-ce que tu penses que le marché de Nashville va peut-être nuire à la candidature de Roman Josi? Bonne question. C'est vrai que le marché de Nashville, c'est vrai que si Roman Josi jouait dans un marché comme New York, comme Chicago, peut-être que sa candidature serait un peu plus visible. C'est souvent le cas avec les équipes qui évoluent dans l'Ouest. À partir de l'Ouest, les matchs sont plus tard, puis on dirait qu'on capte un peu moins ce qui se passe. Donc peut-être. Puis il y a aussi le fait que Austin Matthews est là, c'est le marché de Toronto. Donc le marché de Toronto a souvent lourd à dire au niveau de l'influence, du poids d'un joueur, de la popularité d'un joueur, mais quand même. C'est le temps aux gens de Smashville de se lever et de soulever la candidature de Josi parce que je veux dire, c'est incroyable. Là. C'est pas Bobby Orr, mais depuis les années, si on regarde les performances depuis les années 90, Josi, on est dans les très bonnes. Là, des saisons de plus de 90 points depuis les années 90, il y en a eu seulement 6. C'était toujours Raymond Book, Paul Coffey, Al MacInnis ou Phil Housley, Brian Leetch aussi une fois. Puis on est vraiment au début des années 90. Donc, à partir dans les années 2000, il n'y en a pas eu. Tout simplement. C'est la meilleure façon. Donc, depuis 22 ans, là, depuis le bug de l'an 2000, si on se souvient bien, Roman Josi connaît la meilleure saison de tous les temps. Donc, à un moment donné, il faut évaluer ça, il faut prendre ça en considération parce que Huberdeau, Matthews connaissent des bonnes saisons, mais c'est pas encore, on verra comment ça va se finir. Si on continue à jouer des matchs de 7-6, ça se pourrait que ça change. Là. Mais pour l'instant, Josi est très haut sur la liste, mais je jongle avec mes choix tous les jours. Là. Je me lève le matin et j'ai pas le même choix que la veille. J'espère du moins qu'il va être considéré. Il y a Steve dans le chat qui nous dit « Voter par les coachs, il gagnerait facilement. » Mais il faut rappeler que c'est des votes par les journalistes. Et il dit « Oubliez ça. » Mais j'ai quand même hâte de voir au moins s'il va être considéré parce que sa saison, elle est exceptionnelle. Et ça va aussi avec la saison exceptionnelle dans la Ligue nationale qui coïncide avec le nombre de buts incroyables qu'on vit. C'est sûr que c'est plus de buts qu'à l'habitude. Il en a profité, mais c'est réellement
le vrai corps arrière, le vrai modèle de corps arrière qu'on espère dans une équipe de la Ligue nationale. Nick, on va prendre une courte respiration parce qu'on a une entrevue exclusive avec Roman Josi que nos collègues MySports Alémanique ont réalisé il y a quelques jours à peine. Ce sera seulement un extrait de l'entrevue. On vous a choisi quelques questions où il sera question de son mois exceptionnel du mois de mars. 13 matchs sur 14 où il a obtenu des points, qui est quelque chose d'assez incroyable. Tu en avais parlé, Nick. On lui demande également qu'est-ce que ça signifie pour lui d'être maintenant comparé à des Paul Coffey, des Al McInnes ou des Bobby Orr. On lui demande également comment son rôle a évolué depuis qu'il est capitaine. Ça fait maintenant 5 saisons qu'il est capitaine avec les Predators de Nashville. Et finalement, on lui demande où est-ce qu'il voit où est-ce qu'il aimerait amener cette franchise des Predators de Nashville dans le futur. Donc, ça dure 3 minutes. On a traduit les réponses de Roman Josi. Donc, on écoute tout de suite ce que ça donne. On vous revient tout de suite après ça. Ja, aber wie ich vorhin gesagt habe, das ist sicher... Oui, il y a une grande partie de chance. Au hockey, le puck doit parfois tomber de ton côté. Et c'était le cas pour moi en mars. Notre powerplay est très bon. On marque beaucoup de buts. Duchesne et Forsberg font une saison vraiment superbe. Plus ton équipe joue bien et plus tu peux performer en tant que joueur individuel. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en mars. Cela ne me semble pas réel. Les noms que tu as cités sont tous des légendes du hockey, les meilleurs défenseurs de tous les temps. Des joueurs que tu admires et dont on parle toujours. Être cité parmi eux, c'est vraiment très spécial. Quand tu vois leurs statistiques et le nombre de saisons extraordinaires en carrière, c'est incroyable. Donc oui, c'est un peu surréel. Unglaubliche Saisons, dass die hatte, das ist schon unglaublich. Und ja, es ist auf jeden Fall so ein bisschen surreal vorgekommen. Ja, ich habe sicher extrem viel gelernt, jetzt so aus J'ai beaucoup appris, surtout en tant que capitaine. C'était nouveau pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec des capitaines comme Shia Weber ou Mike Fisher. Mais quand on le devient, c'est différent. Tu apprends beaucoup. Il y a tellement de hauts et de bas. Chaque saison est si différente. Le plus important que j'ai appris, c'est de rester toi-même, être authentique. Mais il y a toujours de nouveaux défis. Cela reste un honneur d'être capitaine toutes ces années, et je l'espère les années à venir. C'est vraiment un beau défi pour moi. Aber ja, es ist natürlich unglaublich ehrlich gewesen, jetzt die Jahre können Captain sein und hoffentlich noch viele weitere Jahre. Und ja, es ist natürlich eine super Herausforderung für mich. Ja, hoffentlich, dass wir das Stanley Cup gewinnen mal. Das ist das ganz grosse Ziel. J'espère qu'on pourra gagner la Coupe Stanley. C'est l'objectif déjà cette année. Actuellement, on se bat pour une place en play-off. Cela a déjà été le cas les saisons passées. L'objectif est clairement le titre, mais on doit d'abord arriver en play-off. On a 14 matchs importants devant nous. J'ai confiance en notre équipe. On a un bon état d'esprit, on va de l'avant. On l'a vu en 2017. Il faut arriver en play-off, puis tout est possible. On espère arriver en play-off et ensuite, on va tout donner. Wir spielen füreinander und ja, es ist wirklich ein super Teamspirit und ich glaube, wenn man 2017 gesehen, dann musst du irgendwie die Playoffs schaffen und dann ist alles möglich und das ist unser Ziel dieses Jahr und ja, hoffe natürlich, dass wir die Playoffs schaffen und dann in den Playoffs angreifen. Voilà pour les propos de Roman Josi. On va espérer là, dans les prochains jours vous mettre l'intégralité de l'entrevue réalisée par nos collègues suisses-allemands de MySports. Nick, Roman Josi qui espère que les Prédateurs de Nashville pourront gagner la Coupe Stanley. Il a dit que c'est l'objectif déjà cette année.
Bon, bien sûr, il reste encore 14 matchs à leur saison. Ils doivent toujours se qualifier. Ils sont dans la course pour les playoffs en NHL dans l'association de l'Ouest. Mais est-ce que tu penses que cette équipe-là, déjà qu'elle est une surprise pour espérer se qualifier aux playoffs? Dans le chat, on a le commentaire Licorne, lapin de Pâques et Coupe Stanley à Nashville. Là. Est-ce que c'est vraiment réaliste de dire Coupe Stanley dans la même phrase que les Prédateurs? J'ai visité Nashville, il n'y a pas de licorne, mais il y a du party pas à peu près, comme on dit. Les Canadiens de Montréal sont allés à la finale l'année dernière. Donc, tout ce que ça te prend, c'est un gardien qui prend feu au bon moment, qui devient hot, qui devient chaud. Et ça se peut avec Juuse Saros. C'est un excellent gardien. J'hésite encore à le mettre parmi les meilleurs de sa profession, mais c'est un gardien qui progresse énormément. On l'a bien développé. On a pris notre temps avec Juuse Saros. Il était dans l'ombre de Pécoriné. Et cette année, il fait très bien. L'année dernière aussi, il avait très bien fait. Donc, si ça clique, à partir de là, si on offre du bon jeu défensif, ça se peut que les Predators fassent un bout en série. Moi, je pense qu'ils vont être des playoffs. Mais à partir de là, jusqu'où on va aller, c'est une vieille phrase, là, mais tout peut arriver en séries éliminatoires. Le problème, c'est que dès la première ronde, on va soit affronter l'Avalanche du Colorado ou probablement les Flames de Calgary. Donc, ça part assez raide, comme on dit, mais les Flames, ça peut arriver que les Flames connaissent une mauvaise passe. On se souvient, il y a 3 ans, 4 ans, là, on était entré en séries éliminatoires contre l'Avalanche, 1-8. Et on avait été éliminé en 5 parties, si je ne me trompe pas. Donc, c'est possible. Je vais pas... j'aime pas tout de suite mettre des étiquettes d'équipes prééliminées en séries éliminatoires, puis je le ferai pas avec Nashville. Je le ferai peut-être avec Los Angeles, par exemple. Je pense que là, il y a des éléments qui manquent. Mais avec la saison qu'on connaît à Nashville, avec la renaissance de certains joueurs, des Ryan Johansson, des Matt Duchesne, pourquoi pas? Pourquoi pas un petit bout de chemin? La Coupe Stanley, par contre, là, ça prendrait tout un miracle. De toute façon, Nick, on va pouvoir lire tes prédictions des playoffs au moment où la saison sera terminée sur lnh.com. Donc, on saura si tu les élimines ou non, sachant l'adversaire qu'ils affronteront. J'allais dire, je vais me faire violence comme à chaque année en faisant mes choix pour les séries éliminatoires. C'est jamais facile. Et on a tort la plupart du temps. Quoique non, je pense que j'avais dit Lightning l'année dernière, donc je vais le prendre. En même temps, Nick. C'est correct. C'était pas la plus grosse cote à Vegas, on s'entend. L'important, c'est de gagner, Jonathan. L'important, c'est de gagner. T'as raison. T'as raison. J'avais pas le Canadien, par exemple. Ça, c'est sûr et certain. Non, je pense qu'il n'y a personne qui l'avait. Hein? Nick, on va passer maintenant au segment joueur suisse de la semaine. Je décerne cet honneur depuis maintenant 3 semaines sur Overtime NHL. Les 2 premières fois, c'était Romagnosi. Avec le mois de mars qu'il a connu, je pense que... Manqué d'options à un moment donné. Je veux dire, c'est Romagnosi. Dans le fond, c'est le segment, il y a Romagnosi, c'est ça que tu me dis? Mais non, là, on change. On fait différent. Et on va regarder tout de suite qui est notre joueur suisse de la semaine. Et c'est Timo Meier, l'attaquant des Sharks de San Jose. Dans ses 8 derniers matchs, il a obtenu 6 buts, 4 assists, dont un triplé, dont un coup de chapeau. C'est un joueur qui, cette saison, connaît la meilleure saison de sa carrière et de loin. On le sent vraiment sortir de sa coquille, devenir le franc-tireur qu'on espérait qu'il soit. Nick, parle-moi un peu de Timo Meier. Comment expliquer cette saison incroyable? Là, c'est 68 points en 64 matchs, 31 buts déjà. Comment expliquer qu'il est à ce point dominant cette saison? J'arrive pas à l'expliquer. Je vais être très franc. Là. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi soudainement Meier a explosé de la sorte. Pas qu'il ne l'avait pas fait. On se souvient, en 2018-2019, il avait tout de même amassé 66 points en 78 matchs. Donc, à San Jose aussi, il y a eu des changements d'entraîneur, il y a eu beaucoup de mouvements, on a eu des mauvaises années. Tout le monde a eu des mauvaises années à San Jose. Donc là, bon, Meier, il a 25 ans. On disait tantôt 25 ans pour Fiala. On arrive dans la fleur de notre carrière. C'est la même chose pour Meier. Et là, j'ai l'impression que tout a pris un niveau supplémentaire dans le cas du jeu de Meier. Et il parvient. Et là, il reste 1 an encore à son contrat. Lui, il va passer à la caisse tantôt. Ça va être
à la banque, là, il va aller chercher un gros montant, un très gros contrat. Pas certain que ça va être à San Jose parce qu'il va être, si je ne me trompe pas, il va être joueur autonome avec compensation. Donc, bonne nouvelle pour les Sharks. Il faut les prendre de temps en temps parce que les Sharks vont rater les séries éliminatoires, bien évidemment. Mais quelle saison avec Meyer. Ça va un peu aussi avec parce que dans le cas de Meyer, on n'a pas nécessairement amélioré cette équipe-là. Ce n'est pas une équipe qui est meilleure. Joe Pavelski n'est plus là depuis un bout. Dans le cas des défenseurs, Erik Karlsson a fait un peu mieux, mais c'est pas incroyable. Brent Burns, bon, on s'en va là sûrement vers la fin de sa carrière. Il n'y a pas de raison logique pour expliquer comment Meyer est passé de 31 points à 54 matchs l'année dernière à 68 à briser le cap du point par match, sauf une progression naturelle puis peut-être un peu plus de stabilité au niveau de la formation puis au niveau des joueurs à San Jose. Au moins, quand tu peux trouver une recette qui fonctionne, ben garde-la, là, c'est déjà ça. Christian sur le chat demande les Sharks vont-ils échanger Timo Meier ou construire avec lui? Ils ont déjà signé un contrat prolongé, l'attaquant Thomas Hertel. Je pense que Meier fait partie de ces joueurs, de ces incontournables avec qui on veut construire. Logiquement, oui. Si on décide de ne pas construire avec Meier, ça serait peut-être juste pour une raison de plafond salarial. Mais comme j'ai dit, il va être joueur autonome avec compensation. Donc, on garde ses droits. Là, c'est de trouver un contrat qui fonctionne pour tout le monde. On a quand même quelques montants importants là, déjà engagés chez les Sharks au niveau de Logan Couture, au niveau d'Hertel, justement. En défensive, Erik Karlsson qui va faire la totale pour longtemps. Brent Burns reste encore 3 années de contrat après celle de l'année prochaine. Vlasic, 7 millions par année pour encore 4 années pour un défenseur qui en a beaucoup, beaucoup perdu. Donc, cette équipe-là a déjà les mains liées avec le plafond salarial qui n'a pas augmenté ou très peu depuis quelques années à cause de la pandémie. La question, c'est, à un moment donné, quand tu as tous les joueurs que je viens de te nommer déjà sous contrat et tu dois signer Meier avec la production qu'il donne cette année, ça équivaut à un contrat de quoi? 8 à 9 millions par année, un autre 8 à 9 millions, il ne va pas rester beaucoup d'argent pour tes joueurs de profondeur. Donc, comment je dirais, Meier, c'est pas le problème. Le problème, il est dans les autres contrats qui ont été donnés par cette équipe-là dans les dernières années. On va peut-être avoir des rachats. Je ne sais pas ce qu'on va faire comme stratégie, ce qu'on va opter comme stratégie à San Jose, mais si on parlait tantôt du Wild puis qui s'en va dans l'enfer du plafond salarial, ben, c'est un peu pareil avec San Jose, mais non, tu ne laisses pas partir un joueur comme Meier, surtout pas. Reste que la transaction d'Erik Karlsson a fait au final mal à long terme aux Sharks de San Jose parce que c'est un énorme contrat et il a été blessé, n'a jamais eu le rendement qu'il avait eu avec les Sénateurs d'Ottawa. Même si on n'a pas donné énormément en actifs, reste que c'est là qu'on paye. C'est ce qu'on se disait à l'origine. On se disait, wow, les Sharks ont vraiment volé les Sénateurs. Mais quand tu regardes qui on a été chercher avec les choix, on a été chercher Josh Norris dans cette transaction-là. On a été chercher le choix qui a donné Tim Stützle. On a 2 choix de deuxième ronde qui vont se développer. Juste ça, c'est une grosse pierre d'assise du futur des Sénateurs d'Ottawa qui vont avoir été dans la cave pendant plusieurs années, mais là, on commence lentement à tourner le coin à Ottawa. Mais cette transaction-là, ce qui était un vol, comme on le considérait au début, a été suivi d'une mauvaise saison par la suite des Sharks qui ont dû, Norris, on s'attendait, les Sharks, on s'attendait à faire les séries éliminatoires, à se battre pour la Coupe Stanley. C'est pas ce qui est arrivé, puis ça a donné que le choix qu'on a laissé partir à Ottawa est devenu le 3e total. Donc là, ça a changé totalement la dynamique de cette transaction-là et on est un peu victime de notre propre malheur là, à San Jose. J'avoue que Josh Norris avec ses 30 buts et Tim Stützle avec l'avenir qui est très prometteur. J'avoue que c'est une meilleure transaction aujourd'hui qu'elle ne l'était jadis, la transaction de Erik Karlsson. Nick, on va maintenant quitter les joueurs suisses. On va se diriger un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Et je veux qu'on commence par parler des Panthers de la Floride qui sont déjà assurés d'une place dans les playoffs, qui est une équipe électrisante à voir jouer. C'est des scores incroyables. Match après match. Par contre, Nick, ma question, elle est simple.
Est-ce que les Panthers de la Floride sont en train de nous refaire un Maple Leafs 2.0 ou même un Lightning là, avant qu'ils remportent la Coupe Stanley? Là? Ça se finissait souvent leur match 6-4, 7-5. C'était une équipe qui avait beaucoup de largesse défensive, mais qui était très productive offensivement. Ça s'est traduit par des éliminations rapides en playoff. Même chose pour Toronto. Est-ce que les Panthers vont dans cette direction-là aussi? Bonne question. Et on se doit de la poser parce que quand on regarde cette équipe-là offensivement, c'est une puissance, c'est une des grandes puissances qu'on a vues dans les dernières années. Puis on a rajouté Claude Giroux juste pour mettre un peu de glaçage sur le gâteau là, à la date limite des transactions. Mais on donne énormément de buts. Nos gardiens, c'est instable, c'est pas constant. Spencer Knight, l'adjoint qui vient sauver Sergei Bobrovsky depuis quelques matchs. Bobrovsky se fait sortir de la rencontre assez souvent. Ça, c'est un contrat. Malheureusement, Bobrovsky n'a jamais été en mesure de livrer en Floride ce qu'il avait livré à Columbus. Là, présentement, voyez-vous, là, dans 4 de ses 5 derniers matchs, un pourcentage d'arrêt inférieur à 864. C'est pas bon, là, parce que les séries éliminatoires s'en viennent. Donc, même, je faisais plus confiance à Jack, tu parlais des Maple Leafs, à Jack Campbell dans les dernières années, pas Jack Campbell, excuse-moi, Frédéric Anderson dans les dernières années à Toronto, que je fais confiance à Bobrovsky présentement. Là, on est privé d'Aaron Ekblad, par contre, donc ça paraît, c'est pas un défenseur défensif, mais Aaron Ekblad va faire ta relance, va te permettre d'aller marquer des buts. Et en séries éliminatoires, ben, t'as beau être une équipe offensive, si tu réussis, va falloir que tu joues défensivement en séries éliminatoires, va falloir que tu sois efficace parce que des 6 buts en séries éliminatoires, il n'y en aura pas beaucoup des soirées comme ça. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu des Panthers l'année dernière. Ils n'ont joué qu'une ronde. C'était contre les éventuels champions de la Coupe, le Lightning. Et j'ai aimé ce qu'ils ont offert comme performance. Malheureusement, leurs gardiens ne les ont pas aidés. Donc, est-ce qu'on va assister à ça encore cette année? Ben, peut-être. Je ne suis pas certain. C'est une des équipes là, qui est assurée de faire les séries éliminatoires pour laquelle je ne suis pas certain de ce à quoi m'attendre. Les gardiens de but, tu parles des gardiens de but. Nomme-moi la dernière équipe qui avait un mauvais gardien de but ou un gardien de but qui n'était pas élite qui a gagné la Coupe Stanley. J'en ai parlé dans un podcast récemment. On m'a sorti le nom de Jordan Bennington à Saint-Louis. Parce que Bennington était vraiment sur une lancée incroyable à ce moment-là. Cette année, c'est difficile pour Bennington, n'est même plus gardien numéro 1. Donc, mais sinon... Ben, écoute, je vais être méchant. Là. Le nom de Chris Osgood reviendra toujours dans cette discussion-là. Malheureusement. Sinon, ben, on regarde. Mais t'es rendu loin quand même. Tu recules de beaucoup d'années. J'ai remonté. Ben, Matt Murray avait connu des belles saisons à Pittsburgh, mais est-ce qu'il était vraiment un numéro 1? À cette époque-là, il avait volé le poste de Marc-André Fleury. Donc, on avait quand même Marc-André Fleury derrière, donc c'était pas un mauvais gardien. Sinon, effectivement, quand je regarde là, la liste des gardiens de but, faut remonter, faut pas mal remonter à Chris Osgood là, dans ces années-là. Là, si on veut un gardien qui profitait beaucoup de son attaque devant lui, là, ça c'en est un. À voir ce que les Panthers nous donneront en playoff, mais du moins en saison régulière, quelle saison? Puis tu l'as dit avec Claude Giroux. Moi, je déteste pas non plus l'acquisition de Ben Sherratt pour les playoffs parce que si on commence contre les Bruins de Boston, il va falloir réussir à être physique. Et Sherratt amène cette dimension physique qui est intéressante. Donc, à voir en playoff, mais niveau gardien, c'est vraiment un gros point d'interrogation du côté des Panthers de la Floride. Nick, sinon, dans les grosses nouvelles qui ont été annoncées cette semaine, il y en a une énorme du côté des Ducks d'Anaheim et c'est l'annonce de la retraite à la fin de la saison du capitaine Ryan Getzlaf. Évidemment, c'est une page énorme qui se tourne sur les Ducks d'Anaheim. C'est un des derniers de l'édition 2007 qui a gagné la Coupe Stanley. Il y avait Corey Perry aussi dans cette équipe. Nick, est-ce que Ryan Getzlaf est un candidat au temple de la renommée selon toi? Je pense que oui. Je pense que Getzlaf là, est un joueur qui a maintenu une moyenne. En carrière, il a 1013 points en 1150 matchs, donc une moyenne de 0,88 points par match. Offensivement, c'est des statistiques qui sont appréciables. A gagné la Coupe Stanley. C'est le temple de la renommée du hockey, non pas le temple de la renommée de la LNH. Donc,
ses performances à l'international. Il a 2 médailles d'or olympiques. À mon avis, c'est une belle candidature. C'est pas la candidature la plus étoffée, mais ça en est une belle. Il ne sera peut-être pas élu la première année, mais devrait, à mon avis, éventuellement se retrouver au temple de la renommée. Surtout qu'il a passé toute sa carrière à Anaheim. Moi, je considère que c'est important. Un joueur qui a accepté de ne pas se retrouver toujours dans les meilleures équipes parce qu'il a tout le temps fait preuve de loyauté envers une concession. Je pense que ça vaut une petite étoile de plus dans le cahier là, pour dire que félicitations pour ça, félicitations de t'être accroché. A été un des bâtisseurs de cette concession-là à Anaheim. On se souvient que les Ducks, au niveau historique, c'est arrivé au début des années 90. On a eu Paul Kariya, on a eu Teemu Selanne, qui ont été des grands piliers. Puis je pense que dans la vague qui a suivi, Corey Perry et Ryan Getzlaf ont pris ce rôle-là. Puis Getzlaf a été capitaine pendant 10 ans. Donc, c'est pas... je pense que s'il ne réussit pas à faire le temple de la renommée, ça ne sera pas par beaucoup, là, parce qu'il y a des joueurs qui sont au temple qui sont de loin inférieurs à ce que lui a été en mesure de faire. Dans le chat, on a un commentaire qui dit il a inventé un style de jeu pour un centre. Il est ce que Lindros n'a jamais pu être. C'est vrai que c'est un vrai power forward. Et lorsqu'il était jumelé avec Corey Perry de nombreuses années, ce duo-là était juste incroyable. Faisait peur, je pense, à n'importe quelle brigade défensive de la Ligue. C'est une époque où on disait que c'était difficile d'aller jouer dans l'Ouest. Hein? Il fallait que tu payes le prix pour aller jouer dans l'Ouest, puis tu allais sortir des matchs avec des Ekimos, puis des gros bonhommes. Puis Lindros, je ne veux pas revenir sur le Lindros, mais je veux dire, les premières années de Lindros, à mon avis, était le joueur le plus dominant de la LNH. Les blessures ont fait dérailler ça. Mais ce qui a peut-être été le coup de génie de Getzlaf, c'est de ne pas aller trop loin non plus. T'sais, Lindros, lui, il envoyait des mises en échec à tout le monde. Puis à un moment donné, ça rentre sur ton corps. Souviens-toi, Ovechkin, c'était ça aussi au début. Puis à un moment donné, écoute, choisis tes moments, choisis tes mises en échec, choisis quand faire preuve de jeu physique. Puis ça va être beaucoup plus payant pour toi parce que tu vas pouvoir jouer 82 matchs au lieu d'en jouer 58. Donc, c'est la différence. Puis toute une carrière là, pour Ryan Getzlaf qui, si on regarde la QV 2003, la fameuse QV 2003 du repêchage de la LNH, Getzlaf est le joueur qui va avoir récolté le meilleur pourcentage de points là, de tous ces joueurs-là, qui est probablement la meilleure QV de l'histoire ou une des meilleures QV de l'histoire du repêchage. Donc, ça aussi, là, ça veut dire beaucoup. Là. Nick, 2003, j'en fais encore des cauchemars. Oui, hein? À Montréal. Andrei Kostitsin, quand derrière, tu as Ryan Getzlaf, Jeff Carter, Corey Perry, Mike Richards, Zach Parisé. Joe Pavelski en 7e ronde. Donc, tu sais, tu n'es pas le seul qui fait des cauchemars par rapport à cette QV-là, mais le talent qu'il y avait dans cette année-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis je pense que ça aussi, ça entre dans la légende, entre guillemets, là, de Getzlaf, d'avoir fait partie de cette QV-là et d'en être un des meilleurs joueurs. Là. Il y a aussi des défenseurs qui ont été choisis, puis il y avait Marc-André Fleury au premier rang, mais Getzlaf est assurément là, un des meilleurs. Avec Perry, les deux joueurs avaient été repêchés la première année, la même année, donc tu te retrouves avec deux joueurs dans la même équipe qui relancent, en mettant la main sur ces deux joueurs-là, la même année au repêchage, tu venais de t'acheter une décennie de succès là, à Anaheim. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires sur Ryan Getzlaf tout au long de sa carrière. Depuis qu'il a annoncé sa retraite, j'en ai entendu d'autres. Et Getzlaf était un peu un jeune cocky. Je vais utiliser cette expression. Manquait un peu de maturité peut-être lorsqu'il est entré en NHL. Et on est allé lui chercher un Scott Niedermayer comme défenseur, mais surtout un vétéran qui l'a pris sous son aile. Et maintenant, Ryan Getzlaf est quoi? Un capitaine, un grand leader. Il a décidé de rester à Anaheim et pas essayer d'aller gagner une autre Coupe Stanley avant la fin de sa carrière. Pourquoi? Pour entourer cette jeune équipe. Ryan Getzlaf, c'était un athlète né. Hein. Je pense qu'il avait une bourse d'études pour le football américain également sur la table. Son frère a joué dans la Ligue canadienne de football, ouais. Chris Getzlaf, oui, donc un athlète naturel. Là. Et non, toute une carrière pour Ryan Getzlaf, un joueur que j'ai beaucoup aimé voir jouer, tout comme Corey Perry. Tu regardes cette équipe-là qui a gagné la Coupe en 2017, puis c'était pas à la base, dans la saison, Getzlaf, Perry, étaient des éléments, mais n'étaient pas les vedettes de cette équipe-là. C'était Selanne, on avait justement Niedermayer, on avait Chris Pronger, et c'est en séries éliminatoires que vraiment
Getzlaf est passé au prochain niveau. Il a terminé meilleur marqueur des séries éliminatoires pour les Ducks cette année-là. Donc, c'est vraiment là que, comme tu disais, que le point tournant de sa carrière s'est fait. Bon, tu gagnes une Coupe cette année en plus, ça aide, mais qui est vraiment passé au prochain niveau. Et c'est une belle... Tu regardes cette équipe-là, c'est un beau mélange de vétérans et de jeunes. Puis c'est le repêchage 2003 qui va d'avoir mis la main sur Perry puis Getzlaf qui va t'avoir donné la profondeur pour aller encore plus loin et aller chercher la Coupe Stanley. Il y a tellement d'erreurs en première ronde qui se font au repêchage. Et là, tu frappes dans le mille. Tu as Getzlaf en première ronde autour de quoi, 18e, je crois, 19e? 18e, si je ne me trompe pas. Et 28e, je pense que c'était Perry. Je vais te le dire. 19e, 2003 pour Getzlaf. Corey Perry, 28e, effectivement. Ma mémoire n'était pas si mal, mais écoute, tu frappes pour 1000. Oui, effectivement. T'as pas besoin de drafter, t'as pas besoin de repêcher les autres rounds après ça. C'est correct, ton travail est fait. Nick, on va maintenant parler d'une équipe qu'on parle très peu dans Overtime NHL depuis le début de la saison. C'est parce que c'est une saison assez compliquée là-bas. Ce sont les Flyers de Philadelphie. Et je ne veux pas parler des performances, Nick, mais il y a quand même quelque chose qui a retenu mon attention la semaine. En fait, c'était ce week-end. On a décidé de laisser de côté le vétéran défenseur Keith Yandle. Keith Yandle était sur un record là, de 989 matchs consécutifs, ce qui est un record de tous les temps, évidemment, dans la Ligue nationale. C'est assez exceptionnel de voir un joueur jouer autant de matchs consécutifs, sachant le risque de blessure qu'on encourt, de rester aussi longtemps, presque 1000 matchs consécutifs. Et son entraîneur, Mike Yeo, a décidé tout simplement de le laisser de côté. Donc, c'est pas pour cause de blessure, c'est pas pour la naissance d'un enfant comme Phil Kessel, que finalement, on a quand même fait jouer. Oui, a joué une présence et est reparti en avion. Mais je veux t'entendre là-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était un manque total de respect envers le joueur, envers le record, envers sa legacy, ce qu'il est en train de laisser à la Ligue nationale. Je veux t'entendre là-dessus sur cette décision de laisser de côté un joueur qui est en train d'écrire l'histoire. Ouais. Bon, je vais être direct. Si c'est pas de sa séquence, Keith Yandle ne joue probablement pas dans la Ligue nationale de hockey cette année. C'est un défenseur qui n'est plus l'ombre de ce qu'il était il y a quelques années. Défensivement, c'est un joueur avec énormément de carences. Offensivement, c'était correct lorsqu'il compensait avec son jeu offensif, aller chercher 62 points comme en 2018-2019. Mais cette année, 15 points, 1 but en 68 matchs. Là tu as quelqu'un... C'est dans les pires performances présentement, dans les pires défenseurs de la LNH présentement. Donc, à un moment donné, tu es une équipe, les Flyers, qui connaît une saison vraiment mauvaise. C'est un Mike Yeo qui ne veut pas se battre pour son poste, là, entraîneur intérimaire. Et tu veux développer des jeunes à un moment donné. Tu dois faire de l'espace pour faire de la place pour des jeunes. Et tu as Keith Yandle qui est là. À un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Puis c'est ça la réalité, c'est que si ce n'était pas de sa séquence, Yandle aurait été retranché à maintes reprises cette année. Donc, à un moment donné, quand est-ce que tu tournes, tu fermes les yeux sur ce qui se passe réellement pour protéger une séquence? Parce que là, je veux dire, sinon, Yandle va jouer jusqu'à quel âge? S'il veut jouer encore l'année prochaine, on le garde en uniforme, La séquence, elle a pris fin parce qu'elle devait prendre fin, à mon avis, parce que le joueur n'offrait pas les performances à la hauteur de ce qu'il a déjà offert. Je ne critique pas Keith Yandle sur l'ensemble de sa carrière. 615 points en 1100 matchs pour un défenseur, c'est incroyable. D'avoir disputé tous ces matchs-là, c'est fascinant. Je pense que tu as bien résumé ça dans un sport qui est aussi physique. D'avoir joué autant de matchs, c'est fascinant. Mais à un moment donné, il faut en venir à l'évidence que Keith Yandle, avec ses performances, n'est pas un défenseur de la LNH en ce moment. Là-dessus, je te rejoins à 100%. Je pense que c'est vrai qu'il n'a plus de poste à avoir en NHL, évidemment, pour ce qu'il offre comme rendement. Par contre, Nick, là où je te rejoins pas, c'est une année qui a tellement été difficile à Philadelphie. Est-ce que au moins d'aller chercher le chiffre 1000, c'est tout con, mais il était à 11 matchs d'aller chercher le fameux chiffre 1000.
qui aurait été peut-être un beau plateau à atteindre, qui aurait mis peut-être un peu de positif dans cet environnement sombre de Philadelphie cette saison. Et c'est une question, moi, je trouve, de respect envers ton vétéran, malgré le fait que je suis d'accord avec toi que est-ce que cette année, il méritait sa place en NHL? Je pense pas. Mais les Flyers de Philadelphie l'avaient sous contrat. Assume. T'es éliminé déjà des playoffs. Mathématiquement pas, mais on s'entend qu'ils ne sont pas dans la course pour les playoffs. Habille-le, donne-lui un rôle secondaire, donne-lui du power play, donne-lui 12e attaquant. J'en ai rien à faire. Je trouve que par respect pour le joueur, pour tes coéquipiers, pour ton équipe, mets-le. Habille-le, fais-le atteindre le chiffre 1000 et après, il se passera ce qui se passera parce que Phil Kessel va probablement le dépasser, mais on ne le sait pas. Si Phil Kessel se blesse et qu'il ne joue pas, sa séquence active prend fin également. Je trouve que ça aurait été une belle histoire à Philadelphie et je ne sais pas si Mike Yeo, c'est le genre de décision qui pourrait lui faire perdre sa chambre. Son vestiaire. Je ne sais pas si il va être de retour l'année prochaine, mais si en plus il n'est pas de retour l'année prochaine, je trouve que cette décision-là est encore plus difficile à justifier, à moins qu'il soit allé voir son patron et lui ait dit « Je fais quoi avec Yandel? » Et le patron a dit « Garde, la séquence va passer 2e, puis mets l'équipe que tu veux sur la patinoire. » Ouais, c'est Yeo qui a l'étiquette du bad guy là, dans cette histoire-là, mais je veux dire, probablement que Yeo, c'était pas la première visite qu'il faisait pour aller voir le directeur général Cliff Fletcher puis lui demander écoute, là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je fais quoi? Puis probablement que des chances cette année, Yandel en avait eu. Puis oublions pas une chose, Yandel, tu sais, ton argument tiendrait si Yandel était à Philadelphie depuis 7 ans, 8 ans. Mais là, il est à Philadelphie depuis cette année. Le niveau de loyauté est moins fort à un moment donné. C'est pas non plus une séquence de performance. C'est pas une séquence. Je suis méchant en disant ça, mais c'est pas le nombre de points par match, c'est pas atteindre un plat des 1500 points, par exemple, ou je ne sais pas. C'est une séquence de match joué, puis à un moment donné, les performances ne sont pas là. Donc, c'est dommage. J'aurais aimé ça, voir Yandel atteindre le cap des 1000, mais je comprends la décision de Yeo, puis je comprends qu'à un moment donné, il faut que les jeunes soient utilisés parce que Philadelphie, là, on a perdu Claude Giroux. Cette équipe-là, c'est vraiment pas clair où on s'en va. Je comprends pas le plan de cette équipe-là. On a signé un Rasmus Ristolainen pour 5 autres années, alors que lui et Yandel, défensivement, on est dans les pires défenseurs de la LNH. Donc, cette année, le directeur général a été chercher ces deux joueurs-là, deux joueurs qui ont de sévères carences défensives. Yeo fait quoi à un moment donné? Puis c'était pas Yeo en début de saison, c'était Alain Vigneault, mais à un moment donné, quand tu te fais donner ces munitions-là, tu sais que derrière, Carter Hart va être bombardé. Là, à un moment donné, comme entraîneur, il faut que tu te défendes toi aussi, puis il faut que tu prennes des décisions qui sont logiques. Puis je pense qu'on en est venu à ce point-là. T'sais, on n'en est pas venu à ce point-là au 20e match de la saison. Là. On en est venu à ce point-là au 65e environ. Il y a quand même une différence importante. Je trouve intéressant ton point on ne sait pas où cette équipe-là va parce qu'on échange Claude Giroux parce qu'on amorce une certaine reconstruction, j'ai l'impression. Mais en même temps, on donne 5 ans à Rasmus Ristolainen. Bref, je n'ai pas compris. J'arrive pas à comprendre pourquoi on a été chercher Ristolainen. C'est un défenseur qui, à Buffalo, avait des carences défensives. Oui, est capable de marquer capable d'aller chercher des points, mais à un moment donné, il faut qu'un joueur soit capable d'être efficace dans sa zone. Et Ristolainen, c'était bien connu, c'est un des pires de l'histoire par match pour le différentiel plus-moins. Donc là, tu te peintures dans un coin. On a des joueurs, Travis Konechny ne performe pas comme il devrait le faire. Cam Atkinson, ça n'a pas été une bonne acquisition contre Jacob Voracek. Cette équipe-là, on dirait une équipe qui ne veut pas reconstruire parce qu'elle croit en ses éléments, mais ce qu'elle ajoute vient nuire à l'équipe. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose à Philadelphie. Je ne sais pas quoi. Ça va être une série de transactions? Est-ce que ça va être des départs au niveau du deuxième étage, au niveau du premier étage dans le vestiaire? Mais le statu quo ne peut pas être adopté là, parce que cette année, l'année dernière, Carter Hart a été médiocre. Je vais utiliser le terme médiocre devant le filet, mais cette année, c'est pas vrai qu'il est médiocre. Il fait son possible, qu'il a une meilleure saison, mais il n'est pas du tout appuyé.
Et devant lui, ben justement, il y a des joueurs qui sont. Ivan Provorov ne joue pas à la hauteur de ce qu'il nous a montré. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui ne jouent pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait à voir d'eux. Donc, je ne sais pas où on s'en va à Philadelphie. Je ne comprends pas, mais je ne vois pas cette équipe-là revenir parmi les favorites dans la métropolitaine avant longtemps. Là. On parlait en début d'émission du Wild du Minnesota qui surperforme depuis le début de la saison. C'est complètement le contraire à Philadelphie. C'est vraiment tout le monde sous-performe. Il y a Vladi dans le chat qui nous salue, qui vient de se joindre à nous, qui nous dit Go Leafs Go, Austin Matthews is the best. C'est un fan des Maple Leafs, évidemment. On va parler un peu de Austin Matthews. On va faire cette petite parenthèse parce qu'il connaît une séquence absolument incroyable. Il pourrait aller chercher là, les 50 buts en 50 matchs. Après un début de saison où il a été blessé, ralenti par les blessures et tout. Vraiment, il connaît une forte saison. Matthews, Comment? J'ai dit pas de camp d'entraînement non plus dans le cas de Matthews. Donc ça paraît. Là. Ouais, et même chose pour Mitch Marner, qui connaît une saison incroyable. Écoute, est-ce que tu penses que ces deux joueurs-là sont en train d'acquérir la maturité nécessaire pour espérer, une maturité qu'on s'entend qu'Alex Ovechkin a atteint début trentaine, que Sidney Crosby avait à 18 ans. Est-ce que tu penses que ces deux gars-là sont en train d'aller chercher cette maturité pour espérer aller chercher les grands honneurs éventuellement? Ah, ça va devenir, si ce n'est pas déjà un des grands duos de la LNH. Les deux sont sous contrat pour longtemps. Matthews, son talent de marqueur. Je veux dire, on parle d'Ovechkin, mais attention, si Matthews garde un rythme similaire en carrière, va pouvoir aller menacer certains chiffres d'Ovechkin. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Puis tu as un duo qui est parfait ensemble parce que Marner est un grand fabricant de jeu. Matthews a le compas dans l'œil. Tu pourrais me mettre à gauche puis je ferais 50 points. C'est pas mal ça. Michael Bunting, que les Coyotes de l'Arizona n'ont pas gardé l'année dernière. Je vous le rappelle, était joueur autonome avec compensation. On a décidé de ne pas lui faire d'offre. Et Bunting, cette année, 55 points en 70 matchs. Donc, et Bunting avait démontré des belles choses du côté de l'Arizona offensivement, puis on a décidé de ne pas le garder, je ne comprends pas. Et là, arrive à Toronto, puis se fait placer en début de saison, pas directement en début de saison, mais il a gagné son poste, a tassé Nick Ritchie et a obtenu son poste sur le premier trio. Ben, Bunting en profite. Il ne joue pas sur le jeu de puissance avec les deux autres. Donc, c'est vraiment des points à 5 contre 5 majoritairement. 51 de ces 55 points sont à force égale. Donc, c'est pas rien. On a un trio qui fonctionne. Je pense que Matthews, bon, il y a le marché torontois qui est toujours très difficile. Si on soit encore éliminé en première ronde, ça va être un autre débat. Puis là, à ce moment-là, on n'hésitera pas à critiquer les Matthews, Marner, puis tout ça. Mais c'était pareil pour Ovechkin. Souviens-toi, hein? Ovechkin, jusqu'à temps qu'il gagne la Coupe, Ovechkin était considéré comme un joueur qui s'écrase en séries éliminatoires. Donc, mais je veux dire, ils vont être. C'est un incroyable duo. On a de la profondeur derrière. Si les gardiens peuvent faire le travail en séries éliminatoires, la défensive. Mais on l'a dit tantôt, c'est une autre bête, hein, les séries éliminatoires. Puis le hockey de séries éliminatoires, souviens-toi l'année dernière ce que ça avait donné contre les Canadiens. Matthews puis Marner n'avaient rien fait. Donc, ça peut se repasser cette année aussi. Mais en saison régulière, ils sont incroyables. Parce que, mine de rien, l'équipe qu'ils vont affronter va évidemment avoir ces deux numéros au tableau. Ça va être les deux cibles, c'est les deux joueurs à neutraliser. Mais écoute, quels playoffs on va avoir. Si ça se termine comme ça aujourd'hui, on aurait un Toronto-Boston en première ronde. On aurait un Floride-Washington. On aurait un Caroline-Tampa Bay et un New York Rangers-Pittsburgh. Dans l'Est, là, c'est assez exceptionnel les séries qu'on aurait si ça se termine aujourd'hui. Écoute, Caroline Tampa Bay, ça s'était affronté l'année dernière en deuxième ronde. J'avais couvert la série, puis je peux te dire que les Hurricanes, ils l'ont sur le cœur parce que ce qu'on avait compris lors de cette série-là, puis c'est Rod Brind'Amour, l'entraîneur-chef, qui l'avait dit, on vient d'apprendre ce que c'est de gagner. T'sais, on vient de comprendre ce qu'il faut faire pour aller plus loin. Et là, ces deux équipes-là se rencontreraient en première ronde des séries éliminatoires. Ça va être du gros hockey. Ça va être du très gros hockey. Moi, j'étais sûr que ça serait plus Boston, mais le Lightning, un petit creux de vague présentement.
Tu sais, le Lightning, ce qui peut se passer aussi, là, ça fait deux années de suite qu'on va en séries éliminatoires. On a eu une saison morte qui a été la plus courte de l'histoire. Donc, à un moment donné, ça se pourrait que l'essence commence à manquer. C'est peut-être ce qui va ouvrir la porte aux Hurricanes ou peu importe l'équipe qui va les affronter en séries éliminatoires. Donc, non, les duels dans l'Est sont incroyables. Je trouve que c'est une année où, depuis quelques années, avec la parité, on avait souvent, une équipe fait les séries éliminatoires une année, puis l'année d'après, elle est éliminée, réussit pas à se qualifier. Puis là, cette année, il y a vraiment un bloc de 8 équipes dans l'Est qui est clairement meilleur que les autres équipes, que les 9 autres, les 10 autres, devrais-je dire? Non, excuse-moi, les 8 autres. Les 8 autres, c'est ça. Qui est clairement meilleur que les 8 autres, et ça va donner des confrontations incroyables en série. Oui, parce que, je pense que les 8 équipes qualifiées pour les playoffs, on les connaît déjà dans l'Est. C'est maintenant l'ordre des équipes qui restent à savoir. Dans l'Ouest, par contre, il y a encore une course à 3 équipes, et peut-être plus. Si on met à quatrième as en ce moment, il y a 3 équipes, là, Vegas, Dallas et Nashville, qui se battent pour les 2 dernières places. Nick, il y a Anthony qui demande, Brindamour, est-ce qu'il pourrait être le coach de l'année selon toi? Est-ce qu'il pourrait... Il y a tout le temps un débat au niveau du coach de l'année parce que est-ce que c'est l'entraîneur de la meilleure équipe ou c'est l'entraîneur qui a fait le plus surperformer son équipe? On se comprend? Donc, ce à quoi on s'attendait au début de l'année, les résultats de l'année précédente versus cette année. Est-ce que Rod Brindamour est dans la course? Absolument. Mais tu sais, je pense qu'il faut aussi prendre en considération Darryl Sutter du côté de Calgary qui a fait rebondir cette équipe-là. Mike Sullivan à Pittsburgh qui s'est débrouillé sans Sidney Crosby, s'est débrouillé sans Evgeny Malkin, Jake Guentzel, Brian Rust, nommez-les pendant une certaine portion de l'année. Ça aussi, c'est pas rien. Est-ce qu'on parle d'Andrew Brunette? Je veux dire, il est arrivé, il a pris la relève de Joel Kenville et son équipe est première présentement. Tu l'as dit, déjà qualifiée pour les séries éliminatoires. Là, c'est une question davantage de jugement qu'une question d'opinion, devrais-je dire, qu'une question de statistiques. Mais Brindamour, absolument, puis c'est tout un entraîneur puis tout un motivateur. Brindamour va aller très loin dans le coaching comme il a été très loin comme joueur. Dernier sujet, Nick, avant que je te laisse vaquer à tes occupations. D'après moi, tu dois avoir un peu de boulot aujourd'hui. Écoute. Congé aujourd'hui, je fais ça. T'es en congé aujourd'hui. Ah oui, on congé les jeudis. T'es sorti de ton congé pour nous. C'est très apprécié, Nick. Ça fait plaisir, Joe. Tu vas te mériter une deuxième bouteille de vin. Nick Carey Price est enfin de retour avec le Canadien de Montréal. Il a fait le voyage, le Canadien qui joue cette nuit en Suisse, ce soir au Québec, du côté de Newark, au New Jersey. Il a voyagé avec l'équipe, a fait des séances d'entraînement où il ne quittait pas la cage, donc faisait l'entraînement au complet. Son genou semble bien tenir. On le revoit dans l'entourage de l'équipe pour un voyage, ce qui veut dire que son retour au jeu se fera très prochainement. Plusieurs ont déjà ciblé la date du jeudi prochain. Je crois que c'est contre Winnipeg. Mardi prochain contre Winnipeg au Centre Bell, parce que j'ai comme l'impression aussi qu'il va revenir au Centre Bell devant ses partisans. Nick, ce retour de Carey Price, évidemment, c'est beaucoup de positif pour le Canadien de Montréal. Est-ce que tu penses que c'est une façon de le mettre en vitrine, de le faire revenir? Est-ce que tu penses qu'il est sur le marché aussi? La nouvelle direction Kent Hughes à la tête espère surtout faire l'espèce de switch, là, parce qu'on ne veut pas parler de reconstruction, mais on veut aller plus vite. Est-ce que tu penses que Carey Price est encore l'homme de la situation à Montréal, ou si on veut simplement prouver à tout le monde qu'il est en forme, qu'il est prêt à compétitionner, qu'on va essayer de se libérer de ce lourd contrat cet été? Je pense que tu penses trop, Jonathan. On n'en est pas là. Lundi, en passant le match contre Winnipeg, j'ai vérifié. Chez les Canadiens, là, présentement, ce n'est pas une question de stratégie, de contrat. Là, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Carey Price est encore capable d'être gardien de but dans la Ligue nationale de hockey? Oubliez les échanges, la reconstruction. Là, on parle de l'homme, de la personne qu'il est, du grand gardien qu'il est, et de savoir est-ce que Carey Price, parce que visiblement, cette blessure-là, elle a été importante et elle
elle est dangereuse pour sa carrière et elle pourrait mettre fin à sa carrière. C'est ça la réalité présentement. C'est pas. Est-ce que Carey Price, parce qu'un gardien comme Carey Price ne peut pas jouer à 80% de ses habiletés. Oubliez ça. Puis on l'a vu cette année avec Ben Bishop. Ben Bishop a été blessé gravement. Je crois que c'était le genou, justement. A été opéré, puis tout ça. Puis il est revenu au camp, a pris une longue pause. Ça ressemble un peu à Carey Price. Puis il est revenu dans la Ligue américaine de hockey. Il a joué un match, puis il a dit ça ne fonctionnera pas. Je le sais, je ne suis pas capable de. Si j'étais un joueur, ce que Bishop a dit, c'est si j'étais un joueur, cette blessure-là ne me nuirait pas. Je serais capable de jouer encore plusieurs années. Mais comme gardien de but, ça me nuit trop. Et là, c'est ce qu'il faut savoir dans le cas de Carey Price. Tu sais, si on se souvient quand il s'est fait opérer, Carey Price, c'était supposé d'être de 10 à 12 semaines pour retrouver la forme. On n'en est pas là encore. Je veux dire, il n'est pas encore revenu, là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en pratique? C'est bien. En situation de match, c'est une autre bête totalement. Donc là, on parle de mouvements latéraux, on parle de faire des arrêts, d'étirements. Il n'y a pas... Il n'y a pas de. C'est la seule chose qui compte présentement. C'est juste de savoir est-ce que Carey Price peut jouer quelques matchs d'ici la fin de la saison. Puis si c'est le cas, puis s'il revient en forme, bien là, on verra ce qu'on fait cet été. Le magasinage ne sera pas le même. Mais ce qu'on veut savoir chez les Canadiens, puis c'est important de le savoir tout de suite, c'est est-ce que Carey Price peut encore être gardien de but dans la LNH? Est-ce que son genou tient le coup? Puis si ce n'est pas le cas, bien là, on parle de le mettre sur la liste des blessés à long terme. Ça va être la fin de sa carrière. Mais il faut le savoir tout de suite parce qu'on va devoir, justement, tu parlais de contrat, bien là, c'est là que le magasinage cet été ne va pas être le même si on se doit de gérer le contrat de Carey Price ou on n'a pas à le gérer. Donc, c'est ça qui est la différence majeure. Mais pour le reste, là, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, le retour au jeu de Carey Price, c'est uniquement pour savoir est-ce qu'il est encore capable d'être gardien de but. Est-ce que son corps peut encore suivre? Et Nick, je vais essayer d'être le plus positif possible, mais si ce genou-là tient, Carey Price va avoir eu une très longue pause. Il est passé aussi sous le protocole là, d'aide aux joueurs pour des problèmes de dépendance. Donc, si on a un Carey Price qui a réglé ses vieux démons, qui est en pleine forme physiquement et que son genou tient, peut-être qu'on aura encore quelques bonnes saisons pour Carey Price dans la Ligue nationale. Souhaitons-le du moins aux Canadiens de Montréal. Parce que... À lui, c'est pas vrai que j'ai pas... Puis je pense que tout partisan, tout amateur de hockey n'a pas envie de voir une telle carrière, une carrière digne du temple de la renommée, se terminer de la sorte. Se terminer sans un vrai dernier au revoir, une vraie dernière saison. Mais c'est vrai que les performances de Price étaient moins bonnes là, depuis 2 ans. Moi, je m'attendais à le voir rebondir. Puis là, c'est ça. Est-ce que c'est les blessures? La position de gardien de but, c'est extrêmement demandant. Puis ça se pourrait que finalement, ça va s'arrêter là. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas regarder chez Weber. Là, ce qu'il disait chez Weber l'année dernière, là, c'est que le matin, là, c'était difficile de se lever le matin. Puis ça prenait beaucoup d'exercices puis beaucoup d'aide le matin pour réussir à sortir du lit, pour réussir à faire sa journée. Tu sais, à un moment donné, il y a des conséquences qui vont suivre pour le reste de ta vie là, par la suite. Donc, si tu continues de démolir ton genou pour essayer d'être gardien dans la LNH puis jouer à 80% de ce que tu étais capable d'offrir, c'est peut-être pas ce qui est le plus gagnant pour un athlète professionnel. Là. Il reste qu'il a 3 jeunes enfants je veux dire, d'être capable de te mettre à genoux puis jouer avec tes enfants, là, ça vaut quand même de l'or. Oui, exactement. Mais j'ai l'impression, blessure au genou, blessure aux hanches, c'est un peu comme les blessures aux lanceurs de baseball majeur au bras, au coude, à l'épaule. Carrasque a pris sa retraite cette année à la suite d'une opération à la hanche. J'ai parlé de Bishop, Carrasque, c'est la même chose. Il est revenu au jeu, puis ce qu'il a constaté, c'est non, je ne suis plus capable de suivre. Donc, c'est tout à son honneur. À un moment donné, tu le reconnais. Puis tu décides de faire des adieux à Price puis Rask, ça se ressemble un peu. Là. Ça a été Rask a presque toute sa carrière avec la même organisation. Là. On s'entend qu'il est repêché par Toronto, là, mais il ne jouait qu'uniquement qu'à Boston. Là. C'est des cas qui sont similaires. Puis c'est des cas. On verra. On va se croiser les doigts pour Carey Price là, dans les prochaines semaines. Tu parlais de Tuukka Rask, une autre belle carrière qui s'est terminée un peu tristement de cette façon-là. Nicolas Ducharme, je te remercie d'avoir passé la dernière heure et quart avec nous. Évidemment, j'invite tout le monde à te lire sur... Qu'est-ce que tu as dit? On a fait 1h15?
1h12. Ah boy, OK. Attends, le temps que je remercie, là, on va aller chercher le 1h15. Ah, mais il y avait une vidéo, par contre, de 3 minutes, donc on s'est contenu cette fois-ci. Tu veux reprendre ton 3 minutes? Non, mais c'est qu'il y a de la E-National League dans le studio après, donc pour ça que je suis un peu limité niveau temps. Ah, OK, c'est ça, on fera pas 2 heures ce coup-ci. Non, c'est ça. La prochaine fois que tu viens en playoff, par contre, parce que je te réinvite déjà pour les playoffs, on se trouvera un moment dans ton horaire chargé de ces 2 mois de playoff et on fera un bon 2 heures à faire nos pronostics et à parler des séries et tout. Mais ce fut un réel plaisir de t'avoir et discuter avec toi de NHL. Évidemment, on te lit sur lnh.com quotidiennement. On peut écouter également le podcast La Tasse de Café sur toutes les bonnes plateformes de balado. D'ailleurs, avec un nouvel épisode qui est sorti ce matin même au niveau de la Suisse. Donc, allez l'écouter en grand nombre. Encouragez cette équipe de LNH.com qui fait du très, très bon boulot, soit dit en passant. Nous, on se donne rendez-vous évidemment dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Overtime NHL. Entre-temps, ce 10e épisode de la saison sera disponible sur YouTube en vidéo et sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud en audio dès ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez été nombreux sur le chat à nous écrire. C'est toujours très apprécié. Et sur ce, bonne fin de soirée. Bye bye.